Le guide de l'auto, une présentation des huiles moteurs Total Énergie et par Anti-Rouille Métropolitain, recommandé par CAA Québec. BMW poursuit son offensive en ce qui a trait à la mobilité électrique, mais avec une stratégie qui est très différente de celle des autres marques allemandes, dans la mesure où, à chaque fois qu'on lance un nouveau modèle chez BMW, il y a une version à essence, il y a une version hybride rechargeable et il y a une version électrique. C'est le cas de la nouvelle i5 que l'on a ici. On le constate avec les voitures, c'est sûr que BMW a commencé au début des années 2010 avec la i3, qui était dédiée à un produit 100% électrique. Quelques VUS ont été lancés aussi, comme le iX, qui sont des produits dédiés juste en version électrique. Mais désormais, ça sera une multiplication de versions sur une même base. Et ça, c'est une stratégie qui se distingue évidemment de celle de Mercedes-Benz, où d'un côté, par exemple, on a une classe E avec des moteurs à combustion traditionnels, et de l'autre côté, la EQ, qui est 100% électrique, inutilement complexe. BMW a voulu jouer ça différemment, si bien qu'aujourd'hui, on a une série 5 qui va se décliner en un paquet de versions proposant la technologie au goût du client, finalement. Et l'autre nouveauté intéressante du côté de chez BMW cette année, c'est une multiplication de l'offre dans la gamme i4, oui. Donc juste une coche en dessous de cette voiture-ci. Oui, je pense que c'est important de le souligner, Gabriel, parce qu'évidemment, c'est une riposte au succès monstre de la Tesla Model 3. Et cette année, il y a 4 déclinaisons de la i4 qui sont offertes. On n'a pas de version à essence comme du côté des États-Unis. On a encore une série 4 Grand Coupé aux États-Unis à moteur à combustion. Chez nous, c'est que de l'électrique. Alors, eDrive 35, eDrive 40 propulsés, qui sont des modèles éligibles aux pleins crédits gouvernementaux Québec et Canada. Sinon, bien, il y a la xDrive 40, qui est une nouveauté, 4 roues motrices, 394 chevaux, et finalement la M50, qui est le modèle de performance. Alors, on ratisse assez large avec cette voiture-là, et je pense que c'est ce qu'on va vouloir faire avec les autres modèles de la famille BMW. Là. Pour en revenir à la série 5, c'est pas une voiture qui a un très gros volume de vente ici chez nous, mais c'est un véritable success story pour BMW à l'échelle mondiale. Depuis 1974, plus de 10 millions d'unités vendues pour ce modèle. Et c'est surtout un modèle que BMW présente maintenant comme un business sedan. Oui, si à une certaine époque, c'était une voiture qu'on achetait à vocation familiale, c'est la voiture qui était polyvalente pour les familles bien nanties dans les années 80-90. Mais aujourd'hui, c'est une voiture personnelle parce que les gens vont davantage se procurer des VUS ou des véhicules plus polyvalents qu'une berline. Mais BMW conserve ce produit-là. Bon, évidemment, parce que sur le marché européen, ça a encore beaucoup de succès. Mais chez nous, il y a une clientèle qui veut se faire plaisir au volant d'une berline parce que c'est un produit qui est nécessairement plus intéressant à conduire sur le plan dynamique qu'un VUS. Et on sait qu'il va y avoir beaucoup aussi de nouvelles déclinaisons de la série 5 qui s'en viennent, notamment pour les fanats de performance, la fameuse M5 qui va avoir cette fois-ci une motorisation hybride avec un V8 biturbo, avec un moteur électrique aussi, beaucoup de puissance. Donc, il y a la 530 xDrive, moteur à essence 2 litres qui est offerte. On a évidemment cette M60 100% électrique. Il y a la i5 xDrive 40 qui va arriver prochainement, qui va être sur le marché. Aussi la 550e qui, elle, va jumeler un moteur 6 cylindres biturbo compressé avec un moteur électrique et une batterie qui va permettre d'avoir une autonomie 100% électrique de quelques dizaines de kilomètres. Alors, sur le circuit très sinueux de Mécaglisse, c'est presque impossible d'exploiter la pleine puissance de ces deux moteurs électriques. Et il y a même une fonction boost sur cette voiture, donc un palier qui est localisé sur le côté gauche du volant. Et lorsque j'accélère à fond, si j'appuie sur ce palier, pendant 10 secondes, donc c'est véritablement prodigieux comme puissance d'accélération. En fait, on n'en vient pas à se demander si c'est pas un peu trop. Et de ce côté-là, bien évidemment, il y a une autre version de la i5 qui est la xDrive 40, dont les moteurs électriques vont développer 396 chevaux. D'après moi, ça va être bien assez pour cette voiture. Il n'en demeure pas moins que c'est une voiture qui est quand même très lourde.
2475 kilos. Mais malgré cela, on doit dire que pour ce qui est de la tenue route, de la dynamique, les ingénieurs de BMW ont fait un très bon travail pour ce qui est des liaisons sol, des calibrations de suspension et tout ça, pour comme masquer en quelque sorte le poids très élevé de cette voiture. En somme toute, le comportement routier est véritablement très près de celui d'une berline de série 5 à motorisation à essence conventionnelle. Ça, c'est une belle surprise. Bonne dynamique, bonne tenue de route, mais franchement, l'accélération, vraiment impressionnant. Assurer un véhicule électrique. La prime d'assurance d'un véhicule électrique est souvent plus élevée que celle d'un véhicule à essence. Pourquoi? La prime est basée sur la valeur du véhicule et les véhicules électriques sont généralement plus chers. Les composants électriques sont coûteux à réparer et les réparations sont aussi plus longues et demandent une formation spécifique. En conduite normale, évidemment que la i5 M60 donne l'impression d'une véritable voiture sport parce que ses éléments suspenseurs sont un peu plus fermes qu'une série 5 régulière et aussi parce que la voiture est forcément plus lourde qu'une série 5 avec moteur à combustion. Le poids, on le sent, par contre, il est bien réparti. Naturellement que le centre de gravité de cette voiture-là est très bas, donc ça permet d'avoir une excellente maniabilité. Mais moi, le point que j'aime beaucoup, c'est non seulement le fait qu'on ait une direction très précise, mais aussi qu'on bénéficie dans ce cas-ci des 4 roues directionnelles, les roues arrière qui peuvent tourner jusqu'à angle de 4 degrés, soit en sens inversé à basse vitesse ou dans le même sens que les roues avant lorsque vous êtes à haute vitesse. Alors, ça permet bien sûr d'améliorer la maniabilité générale de la voiture et d'en faire un véhicule qui est certainement plus agile qu'une berline qui n'en serait pas dotée. Alors ça, c'est un bel avantage. Maintenant, conduite au quotidien, pas besoin de vous dire que c'est une voiture extrêmement silencieuse. Il y a des sons artificiels qu'on peut bien sûr aller programmer dans la voiture si jamais on a envie d'avoir une certaine sonorité. Moi, personnellement, je vous avoue que je trouve ça plus désagréable que d'autres choses. Il y a diverses sonorités qui vont émaner toutefois des haut-parleurs de la voiture pour, par exemple, vous indiquer des fonctions qui sont en marche ou non. Et ces diverses sonorités ont été créées par nul autre que Hans Zimmer, qui est un compositeur de musique très connu dans le monde du cinéma. C'est à lui qu'on doit la musique de Pearl Harbor, entre autres. Alors, on a fait appel à ses services pour créer les différentes sonorités que vous allez retrouver à bord de la voiture. Système audio qui est super performant, les sièges qui sont confortables et réglables de multiples façons, évidemment, beaucoup d'espace aux places arrière, le coffre qui est quand même assez généreux, très décevant cependant qu'on n'ait pas de coffre à l'avant, ce qui est une déception pour une voiture de ce genre-là, sachant d'autant plus que les autres berlines du segment vont le proposer. Alors, petite déception. Naturellement que la présentation de la série 5 à l'intérieur est très moderne, 2 gros écrans qui sont positionnés devant nous. Et ce que j'aime beaucoup, c'est l'éclairage d'ambiance qu'on peut ajuster de multiples façons. Aussi, le fait qu'on puisse choisir une multitude de teintes intérieures pour personnaliser sa voiture. C'est vrai dans la 530 xDrive, c'est également vrai dans la i5 M60 que je conduis présentement et bien sûr dans la i5 xDrive 40 qui, selon moi, est peut-être le modèle le plus équilibré de toute la famille de la série 5 qu'on commercialise en 2024. À peu près tous les véhicules qui circulent chez nous au Québec ont des éclats de roche. Ça vient avec les routes du Québec, surtout s'ils ont roulé l'hiver. Oui, on le voit surtout quand on a fini de laver notre véhicule. Il est tout propre, puis on voit plein d'égratignures un peu partout. Donc, on peut corriger la situation avec un crayon retouche. Ce qui est le fun des crayons retouche Génicolor, c'est que c'est un crayon qui est une étape. On n'a pas besoin de faire 2 étapes pour le lustre, à l'exception des couleurs tricouches, comme les blancs à perles, et ainsi de suite. Le Soul Red de Mazda, par exemple. C'est ça, exactement. Okay. La chose qui est importante aussi, c'est l'aiguille de sablage. Le crayon est en une étape, mais on devrait tout le temps utiliser l'aiguille de sablage avant pour enlever les contaminants sur la carrosserie et avoir une meilleure adhérence de la peinture. Aussi, ce qui est important à savoir lorsqu'on magasine un crayon de retouche, c'est d'avoir le code de couleur de notre véhicule. Très important. Ouais. Souvent, il est indiqué dans la portière conducteur sur l'étiquette. On va avoir le code de couleur juste là.
Bon, évidemment, il y a des véhicules avec lesquels il y a des exceptions. General Motors ont eu cette fâcheuse idée des fois de le mettre dans le coffre à gants. Ça varie, mais essentiellement, dans le manuel du propriétaire, vous allez retrouver l'endroit où se trouve le code de couleur. Et sans ça, bien, c'est sûr qu'il va y avoir un écart là, de teinte. Là. On ne peut pas y aller à tâtons. Là. Non, parce que des fois, dans la même année du véhicule, on peut avoir 2 rouges, exemple. Donc, on n'aura pas la bonne couleur, puis c'est pas ça qu'on recherche. Bon, il y a le crayon retouche, mais pour des travaux un peu plus gros, il existe d'autres solutions. Oui, soit la canette qu'on peut aller même jusqu'à peinturer un pare-choc complet, ou on a aussi le petit pot de peinture qui vient avec un pinceau pour faire les autres travaux un petit peu plus gros. Truc intéressant aussi, c'est que le crayon Génicolor, c'est fait à Québec. Vous pouvez le commander ici et c'est expédié partout pour un frais fixe. Là. Oui, pour 20 ça va être expédié chez vous, dans la boîte aux lettres, sans problème. Merci, Hugo. On répond aujourd'hui à la question de Christine qui ne s'intéresse pas à la BMW i5, mais plutôt à la i4 eDrive 35. Hésite entre ce modèle et la Tesla Model 3 propulsée. Deux voitures qui sont vendues exactement au même prix, qui sont bien sûr éligibles aux pleins crédits gouvernementaux totalisant 12 000 taxes incluses. Et elle se demande donc quel serait le meilleur choix entre ces deux modèles, considérant qu'elle roule 235 km quotidiennement, mais qu'elle se recharge chaque soir à domicile. Alors évidemment, Christine, pour moi, la BMW est une voiture nettement plus intéressante, plus belle finition, plus de dynamique de conduite, une qualité de fabrication qui n'a rien à voir avec celle de la Model 3, mais il faut donner avantage à Tesla en matière de consommation énergétique. La batterie est plus petite, l'autonomie est légèrement supérieure, 438 km versus 412 pour la BMW, et donc vous allez consommer moins d'énergie et avoir un tantinet plus d'autonomie. Vous en avez amplement, bien sûr, pour faire vos 235 km quotidiennement, mais je vous dirais que pour pallier à un problème potentiel d'autonomie, la solution serait d'opter pour une BMW i4 eDrive 40, laquelle vous offre à ce moment-là une batterie encore plus grosse pour une autonomie annoncée à 494 km. Et cette voiture-là est toujours éligible au plein crédit, coûte environ 5 000 $ supplémentaires. Mais peu importe le choix que vous allez faire, la BMW demeure pour moi un choix nettement plus intéressant que la Tesla Model 3, bien qu'on lui apporte des changements cette année et qu'elle soit technologiquement encore très impressionnante. On entend souvent des propriétaires de véhicules électriques dire que les pneus de leur véhicule s'usent plus rapidement que ceux d'un véhicule comparable à motorisation à essence. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est pas plutôt la nouvelle réalité? Tu l'as dit, c'est la nouvelle réalité. Il faut s'y faire. Il y a deux facteurs qui l'expliquent. Premièrement, on se laisse emporter par la forte puissance de ces voitures-là, surtout dans une comme celle-ci qui a 500 chevaux et plus, et ça arrive instantanément. Donc, oui, on accélère peut-être un peu plus vite. Deuxièmement, la batterie sous le véhicule l'alourdit, donc le poids est un facteur important également. Il y a 3 solutions pour atténuer le phénomène. Premièrement, on accélère un peu plus doucement. Et deuxièmement, on respecte la règle des 3 P. Donc, on s'assure de contrôler la pression des pneus régulièrement. On fait faire le parallélisme, donc l'alignement des roues en bon français, une fois par année. Et on fait permuter les pneus régulièrement également quand c'est possible de le faire. Pour ça, on peut s'adresser à un garage recommandé CA Québec qui va nous offrir un calendrier d'entretien des pneus, on pourrait appeler ça comme ça, et aussi nous proposer des bons modèles de pneus de remplacement quand ceux qu'on a seront déjà à la fin de leur vie utile. Mathieu, cette semaine, je t'ai gâté. 31. Il y a 31 boutons. On ne minimise pas la charge mentale ici. On pourrait faire mieux en matière d'interfaçage chez BMW, j'en conviens. Et il y a tellement de menus, de sous-menus, d'applications, de lumière, de couleurs que tu es complètement distrait par ce qui se trouve devant toi. Et qu'est-ce qui arrive? Bien, tu perds la notion de conduite. Mais il y a des assistants à la conduite pour pallier à cette complexité d'utilisation. Et tu dis assistant à la conduite, c'est le mot juste. On est encore en train d'avancer vers la conduite autonome. Ouais. Ici, je ne veux pas vous dire quelle distance ou quelle durée on peut faire sans avoir les mains sur le volant, Ouais. mais on s'est grandement amélioré. Cependant, bien qu'on n'ait pas à mettre les mains à chaque 45 secondes, 2 minutes sur le volant, là, ça se calcule en dizaines de minutes, il va quand même falloir être attentif à ce qu'il y a en avant de nous parce que, Antoine...
Il y a une caméra qui t'observe. Et voilà, et voilà. Et en matière de conduite autonome aussi, on a des options, somme toute, assez avancées. Le clignotant, et puis la voiture va changer elle-même de voie. Tu me parlais aussi de l'angle mort du rétroviseur. Ça, c'est une technologie quand même assez surprenante parce que tu conduis, il suffit de faire ton angle mort, en fait, de regarder dans le rétroviseur. La voiture va comprendre que tu veux changer de voie. Si la voie est libre, va activer le clignotant d'elle-même et va se tasser d'elle-même sans que tu n'aies rien à faire. La seule chose que je déplore, c'est que la voiture se tasse de façon assez brusque. Je te dirais pas que c'est un mouvement aussi fluide que si c'est moi qui conduisais la voiture. Tu sens une espèce de force G là, quand tu tasses le véhicule. Ça reste à peaufiner, mais la technologie est là, ça fonctionne. On est juste en train de flirter avec la limite de la voiture autonome parce que la technologie est là, les capteurs, les caméras. D'un point de vue légal, c'est une autre étape que d'offrir une voiture autonome. On est encore ici dans l'assistance à la conduite et la responsabilité incombe toujours à la personne derrière le volant. On a parlé de commandes gestuelles aussi brièvement tantôt. Ouais. Ça... C'est une vieille technologie. BMW l'a lancée il y a une dizaine d'années. Ouais. On l'a laissé tomber sur plusieurs modèles, mais on l'a conservé dans la série 5. Et honnêtement, moi, je suis pas le je vois plus pas de grand bénéfice. fan. On est en train de conduire, on veut monter le son. Bien là, on tourne le doigt comme ça dans le son et on baisse le son. Écoute, on va revenir d'une chanson, avancer d'une chanson de cette façon-là. Ah ouais. Mais tu sais, c'est-tu beaucoup plus long monter le son en faisant ça ou en faisant ça? C'est ça. Il y a comme une redondance, bien entendu. Je vais t'amener dans l'éclairage intérieur avec des lumières d'ambiance et on peut choisir quand même pas mal de choses. Voilà. Papaye, corail, rosé, magenta, que préfères-tu? Moi, je préfère océan, regarde. Ah, ben oui, un c'est beau magnifique. bleu. Mais tu peux aussi aller choisir des paramètres qui ont déjà été configurés, comme par exemple sport, où là, tout à coup, tout devient un peu plus orangé, rouge pour te garder allumé et actif. Tu peux aussi aller chercher quelque chose de plus relax. Je sais pas, moi, si les enfants dorment à l'arrière. Mais tu vois, tu mets relax, puis le star en arrière se relève. En plein ça, puis regarde les accents. C'est beaucoup plus doux, là. Tu n'as plus besoin de psychologue. Hein? Non. Ça fonctionne très, très bien. Bonne nuit. Question épineuse, qui est le prix de la BMW i5 M60 xDrive. Prix d'entrée à 98 152 $ incluant les frais de transport, préparation de concessionnaire. Donc, tout juste sous le seuil psychologique des 100 000 $. Bien évidemment, il n'y a pas de crédits gouvernementaux applicables sur une voiture électrique de ce prix, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs options qui peuvent s'ajouter. Évidemment, ça fait en sorte que la voiture qu'on a ici coûte un peu plus de 113 000 $. Si vous décidiez de la financer demain matin, ça serait 2 535 $ par mois, taxes incluses sur 6 ans, ou 2 042 $ en location, taxes incluses sur 4 ans, avec une allocation de 20 000 km par année. Et n'oubliez pas que passer le seuil psychologique des 100 000 $, ça vient avec une taxe de luxe applicable, une taxe fédérale, qui est l'équivalent de 20 du montant dépassant le seuil des 100 000 $. Donc, dans le cas qui nous concerne, vous auriez un montant de 2 700 $ supplémentaires à payer en taxe de luxe, en plus du prix de vente du véhicule. Évidemment, il ne faut pas oublier que les 2 700 $ de taxes de luxe qu'on ajoute au prix de la voiture sont eux aussi taxables. La rivale directe de cette BMW i5 M60, c'est la Mercedes AMG EQE, qui a une puissance comparable, mais surtout une autonomie qui est moindre et un prix qui est largement supérieur. 26 500 $ de plus pour 40 km de moins d'autonomie et pour des performances qui sont nez à nez avec ceci. Alors, je comprends pas comment Mercedes joue sa carte parce que ça, c'est une voiture beaucoup plus intéressante à conduire aussi. Et la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que tu peux t'acheter cette voiture-là, acheter une Toyota Corolla pour ta fille ou ton fils, et ça va te coûter le même prix que d'acheter une Mercedes AMG EQE. Alors, la question ne se pose pas, mais moi, je te dirais ceci. La xDrive 40 dans la gamme i5 est pour moi la voiture la plus intéressante parce que, bon, tu vas chercher 80 km d'autonomie supplémentaire, tu as en masse de puissance, puis tu as un bel équilibre de conduite aussi. L'agrément de conduite, c'est au cœur de cette voiture-là. Alors, pour économiser à peu près 20 000 $ pour aller chercher 80 km d'autonomie supplémentaire, personnellement, j'irais vers une xDrive 40, mais pour ceux qui veulent se payer la traite, il y a ce produit-là qui, pour moi, est nettement plus intéressant que ce que propose Mercedes-Benz.
Cette émission vous a été présentée par votre quincaillier Patrick Morin et par les huiles moteurs Total Énergie. La semaine prochaine à l'émission, le plus frugal des VUS sous-compacts du marché, le Toyota Corolla Cross dans sa version hybride.